Bien, nous examinons aujourd'hui le rapport d'information de nos collègues Hugo Bernalicis, que je salue, et Thomas Cazenave également, sur le bilan de la réforme de la police nationale. La mise en œuvre de cette réforme, fondée sur, il vous en souvient, sur l'unification des filières au niveau départemental, avait fait l'objet de longs débats, très contradictoires, si j'ose dire, à l'occasion notamment de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Et une première mission d'information avait été confiée en 2023 à Hugo Bernalicis ainsi qu'à Marie Guévenoux sur la réforme de la police judiciaire. Après la généralisation du dispositif, le bureau de la commission avait jugé utile de poursuivre ce travail d'évaluation en créant une nouvelle mission pour faire le point sur l'efficacité du dispositif. Nous jouons là notre rôle à la fois d'évaluation et de contrôle. Nos deux rapporteurs, Hugo Bernalicis et Thomas Cazenave, ont donc mené un travail approfondi sur le sujet. Nous étions dans l'incertitude s'agissant de la capacité à vous présenter ce travail. Nous y sommes ce matin. Je les remercie de s'être adaptés. Messieurs les rapporteurs, vous avez donc la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Merci. Monsieur le Président, c'est moi qui vais démarrer la prise de parole, parce qu'on s'est fait une répartition pour une présentation succincte du rapport. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais m'astreindre à suivre le déroulé qu'on m'a donné et que j'ai sous les yeux, et je prendrai peut-être un peu plus de liberté pour répondre aux questions des collègues et aller plus dans le détail. La police nationale a été transformée par une réforme profonde, initiée en 2020, effective depuis le 1er janvier 2024. D'ailleurs, cette date fait que, dans les déplacements qu'on a eus, beaucoup ont fait remarquer que c'était un peu tôt pour évaluer une réforme mise en place au 1er janvier 2024, mais il y avait en fait déjà quand même matière à constater ce qui pouvait aller dans la bonne direction ou ce qui était des points d'alerte, de vigilance, voire même de sérieuses difficultés parfois à régler. Dans le long historique des réformes policières, il s'agit de la réorganisation la plus conséquente en réalité depuis 1966 et l'unification des corps de la préfecture de police de Paris et de la direction générale de la Sûreté nationale qui était compétente sur le reste du territoire. Une première précision s'impose. Il ne s'agit pas tant d'une réforme de la police nationale que d'une réforme de la seule direction générale de la police nationale, puisque la préfecture de police de Paris n'est pas concernée et qu'il y a aussi un certain nombre de directions, je pense notamment aux CRS, qui n'ont pas été concernés par la réforme en question. Jusqu'alors, la DGPN était à la tête de plusieurs directions centrales présentant les différents métiers de police nationale, donc sécurité publique, renseignement territorial, police aux frontières et police judiciaire. Chacune de ces directions centrales disposait d'une autorité hiérarchique, les termes ont leur importance, hein, j'insiste, sur son réseau déconcentré. Dans cette organisation, l'activité judiciaire était éclatée entre le petit judiciaire, pris en charge par la sécurité publique, donc les directions départementales de sécurité publique que vous connaissez sur vos territoires avaient en charge effectivement de ce premier niveau de police judiciaire, et le grand judiciaire, je pense, un découpage qui est un peu artificiel, mais qui est celui de la direction centrale de la police judiciaire, qui, elle, avait des antennes de police judiciaire réparties sur le territoire national, sans pour autant être concernée par une maille ni départementale, ni régionale, ni quelle qu'elle soit, mais vraiment des antennes un peu, qui ont été construites de manière assez empirique en fonction de la criminalité qui était observée. Depuis janvier 2024, ces différents services ont été fusionnés sous l'autorité d'un directeur départemental unique, qui a désormais la main sur l'ensemble des métiers de la police. Donc là où, au niveau local, vous aviez une cohabitation entre un directeur départemental de la sécurité publique, un directeur départemental de la police aux frontières, un directeur départemental du renseignement territorial. Alors, pas exactement, puisque c'était un sous-directeur, en l'occurrence pour le renseignement territorial, et des antennes de police judiciaire ou des directions interrégionales de police judiciaire. Vous avez maintenant un seul chef unique départemental qui est le chef de l'ensemble des effectifs. C'est ça le cœur de la réforme qui est intervenue en 2024. Des filières métiers ont été maintenues, mais les directions devenues nationales, et donc non plus direction centrale, mais direction nationales, n'ont plus d'autorité hiérarchique sur leurs incarnations locales. Donc, grosso modo, la nouvelle direction nationale de la sécurité publique, par exemple, pour prendre cet exemple-là, n'a pas d'autorité directe
sur ce qui était avant la direction départementale de sécurité publique, nouvellement nommée direction départementale de police nationale, avec l'ensemble des filières regroupées. En particulier, et c'est le cas notamment pour la direction nationale de la police judiciaire, qui est désormais chargée de l'ensemble de l'activité judiciaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les CRS ne sont pas concernés par cette réforme puisque leur emploi est plutôt national ou zonal. Et donc la pertinence départementale a été écartée dès le départ. La représentation nationale avait eu l'occasion d'exprimer ce qu'elle attendait de cette réforme au sein du rapport annexé à la LOPMI de 2023, notamment suite à des fortes mobilisations, et une mobilisation aussi inédite, des policiers de police judiciaire, notamment devant les tribunaux, avec les magistrates et les magistrats à leur côté. Et ce n'est pas souvent qu'on voit des manifestations communes entre policiers et magistrats. Je crois que ça ne s'est peut-être même jamais vu dans l'histoire de notre pays. Annoncée par le livre blanc de la sécurité intérieure de 2020, elle avait en effet provoqué un certain émoi. Et c'était clairement la police judiciaire qui faisait l'objet finalement des questionnements et des inquiétudes, même si en réalité les questionnements vont bien au-delà, et c'est ce qu'on vous a indiqué dans notre rapport commun. Votre commission des lois avait d'ailleurs produit un premier rapport en février 2023 sur cette réforme, et ce rapport a appelé à plusieurs inflexions afin de répondre aux craintes exprimées. Le projet de rapport dont nous discutons aujourd'hui, que nous avons fait parvenir, fait le point en annexe sur le suivi des recommandations d'ailleurs. Je rappelle que donc, le Sénat s'était également saisi de la question en produisant un rapport en 2023 également, et récemment un nouveau point d'étape. 3 rapports parlementaires ont donc été produits à propos d'une réforme qui a moins de 2 ans. Et j'ajoute qu'il y a eu également la saisine des inspections, inspection générale de l'administration, inspection générale de la police nationale, inspection générale de la justice, qui avait aussi produit un pré-rapport d'étape sur les conditions de la bonne mise en œuvre d'une telle réforme, et qui avait d'ailleurs été transmis aux membres de notre commission des lois. Il nous a semblé important de poursuivre ce travail d'évaluation au sein de votre commission, et nous avons pour cela, au cours des 6 derniers mois, entendu les différents responsables policiers, les représentants de l'autorité judiciaire, les syndicats et les associations concernées. Nous nous sommes rendus à Lille, Bordeaux et Marseille pour rencontrer les personnes intéressées par la réforme. Nous aurions d'ailleurs aimé faire un peu plus de déplacements, mais les activités de la commission des lois en général nous ont contraints à réduire un peu la voilure. Nous sommes également allés à la rencontre des offices de police judiciaire à Nanterre. C'est un point important sur lequel on pourra revenir ensuite, puisque le cœur de la crainte pour la police judiciaire était notamment le détournement des moyens de police judiciaire pour le haut du spectre au profit du traitement du stock de procédures ou d'un niveau inférieur qui serait plus intéressant et plus visible en matière d'ordre public ou de communication politique, les deux pouvant aller de pair. On reviendra sur cette audition qui était assez intéressante. À la suite de ces travaux, nous aboutissons à un constat largement partagé, à des recommandations communes. C'était d'ailleurs un souhait cher à mon co-rapporteur Thomas Cazenave. Et c'était pas forcément évident parce qu'on ne partage pas exactement le même avis sur le modèle de police judiciaire que nous appelons de nos voeux, et même de fonctionnement de la police en général, même si on a réussi à converger sur plusieurs points. Nous nous sommes efforcés de travailler de la façon la plus objective possible afin de déterminer à la fois ce qui pouvait fonctionner dans cette réforme et les difficultés et les risques qu'elle présente. Oui, évidemment, ce n'est pas la catastrophe suprême que la mise en place de cette réforme de la départementalisation de la police. Il y a des problèmes qui préexistaient avant la réforme, qui continuent d'exister après. Mais la question qui nous est posée, c'est est-ce que la nouvelle organisation est au service des objectifs politiques qu'on pense être les plus justes et ceux d'intérêt général quant au fonctionnement de la police nationale. C'est ça, évidemment, le cœur du questionnement. D'abord, nous constatons que l'unification de la chaîne de commandement jusqu'au niveau départemental a permis de mettre fin au fonctionnement cloisonné. Mais je veux dire, c'est un peu tautologique comme raisonnement. À partir du moment où vous supprimez chacun des chefs, vous mettez un chef unique, bah oui, il n'y a plus de fonctionnement cloisonné et ça fonctionne de décloisonner. Mais est-ce que ça permet d'atteindre les objectifs d'intérêt général qu'on s'est fixé collectivement? C'est là le cœur, et notamment le fonctionnement dit en silo des directions centrales. Le directeur départemental dispose désormais de marge de manœuvre importante pour la mise en œuvre d'une réponse sécuritaire adaptée au niveau de son ressort territorial. Avec d'ailleurs le rôle réaffirmé et prépondérant du préfet de département.
dans cette équation, puisque la départementalisation prévoit que le préfet de département soit bien le chef, l'autorité hiérarchique directe du directeur départemental ou interdépartemental en fonction des cas de figure. Je ne reviens pas sur toute l'historique de pourquoi il y a des directions interdépartementales qui n'existaient pas au tout début de la réforme, mais c'est un point qui est à remarquer évidemment. Par ailleurs, donc le directeur départemental dispose de marge de manœuvre importante, et l'unification de l'activité judiciaire est une opportunité, à mon sens également, et je l'avais déjà défendu en 2023, pour mieux appréhender les phénomènes criminels et délictuels, pour mieux traiter les problématiques d'attractivité des métiers de l'investigation. Qu'on m'entende bien, le fait qu'il y ait une seule filière, c'est-à-dire que tous les agents qui traitent du judiciaire, qui font des enquêtes judiciaires, que ce soit au niveau local, très local, du commissariat, au niveau départemental, au niveau national, que tout ça soit dans un même filière, un même métier, ça me semble intéressant, et que le fait qu'ils aient été scindés en deux entre les directions départementales auparavant de sécurité publique et la direction centrale de police judiciaire était effectivement pour moi une distinction qui était artificielle, et que tous ces personnes, enquêtrices et enquêteurs, devaient travailler ensemble et de concert dans la même direction de police judiciaire sous l'autorité judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, évidemment. Donc le fait de créer une seule filière n'est pas le sujet finalement qui nous occupe le plus. La question est de savoir si la maille départementale est la bonne, et si le fonctionnement hiérarchique tel que défini dans la nouvelle organisation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'autorité hiérarchique en centrale, la direction nationale de police judiciaire, est-ce que ça permet l'efficacité dans la lutte contre la délinquance et la criminalité qui est attendue de ces effectifs. Bon, la réponse pour moi est que la départementalisation n'est pas la maille pertinente pour opérer cet objectif, et qu'il faut en réalité aller plus loin et créer une direction générale de la police judiciaire, c'est-à-dire sortir de la direction générale de la police nationale, la police judiciaire, et lui recréer en quelque sorte un grand silo de police judiciaire, si je devrais reprendre les termes de silo, mais qui soit cohérent du national au local. L'idée serait donc de créer cette direction, comme c'est le cas aujourd'hui pour la direction générale de la sécurité intérieure en matière de lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'elle est à côté de la direction générale de la police nationale. Pour moi, la police judiciaire est un métier qui, en soi, devrait être au seul service de l'autorité judiciaire, et pas de l'autorité préfectorale ou de la hiérarchie policière locale en fonction d'enjeux qui seraient des commandes politiques, évidemment. Je rappelle que l'autorité judiciaire, c'est elle qui a le rôle de la direction de l'enquête et la mission de mettre en œuvre la politique pénale sur le territoire national. Ce ne sont pas les préfets qui ont le rôle de direction d'enquête. Ce ne sont pas les préfets qui ont le rôle de mettre en œuvre la politique pénale sur le territoire national. C'est l'article 30 du Code de procédure pénale, pour ceux qui auraient un doute. Je vous invite à le relire si c'était le cas. Mais c'est important, et cette distinction, elle est importante dans un état de droit, de distinguer, d'avoir une distinction entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. C'est une garantie pour toutes les citoyennes et citoyens que nous sommes. Quand bien même les gens seraient de bonne volonté. Parce que je me permets un petit aparté, effectivement, il avait été dit lors de la mise en place de cette réforme que les préfets allaient plus facilement avoir les doigts dans les affaires judiciaires avec les remontées d'infos. La vérité est qu'avant la réforme, ils avaient déjà beaucoup de remontées d'infos de la police judiciaire, et que ça n'a pas changé sur ce point-là. C'est les mêmes infos qui remontent, ça n'a pas empiré. Ça ne s'est pas amélioré, ça n'a pas empiré. Et donc les préfets qui... Non mais on pouvait craindre que ça aille plus loin, et que sur des affaires locales qui concernent des élus, etc., il y ait des volontés de diriger la police judiciaire. Ça n'a pas été le cas, on ne l'a pas constaté. Néanmoins, effectivement, quand vous avez des préfets qui se sont dit moi je veux mettre le paquet, j'en sais rien, moi sur les rodéos urbains, là effectivement on va pouvoir utiliser davantage la police judiciaire, les niveaux intermédiaires, sur des objectifs qui sont fixés par le corps préfectoral, conjointement avec le procureur de la République, évidemment, comme toujours, mais là est la réalité aujourd'hui du fonctionnement de cette réforme. Donc on ne veut pas non plus crier au loup là où il n'y en a pas eu.
mais pointer les difficultés concrètes rencontrées, notamment par cette filière judiciaire. Mon avis est que la réforme de 1995, oui je sais c'est un peu d'archéologie politique, mais était une mauvaise réforme. C'est la réforme qui a supprimé le corps des enquêteurs, enquêtrices, inspecteurs, inspectrices de police judiciaire et qui a fait que tout le monde pouvait faire de la police judiciaire en faisant une formation en interne avec la qualification d'officier de police judiciaire. Et que cette réforme, il faut revenir en arrière pour recréer un corps des enquêteurs, enquêtrices, inspecteurs, inspectrices, notamment pour faire face à la crise de l'investigation. Et encore une fois, entendons-nous bien, je ne dis pas que la crise de l'investigation est le fruit de cette réforme. Par contre, je soutiens et je continuerai de soutenir que cette réforme n'a pas amélioré les choses, voire même, en réalité, elle a empiré, ne serait-ce que du point de vue, pour reprendre des concepts qui sont beaucoup utilisés en ce moment, de sentiment, d'avoir le sentiment que la police judiciaire a été mise de côté, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'effectifs de la police judiciaire s'en vont de la police judiciaire et qu'il y a un gros turnover au moment où on se parle du fait de la mise en place de cette réforme qui a été très contestée en interne. Voilà, c'est un point de désaccord et on voulait terminer là-dessus pour que mon co-rapporteur puisse dire... Je commence avec un désaccord. Mais exactement, c'est ce qui est marqué sur ma fiche. Je ne suis pas favorable. C'est les mots que tu dois tenir à cet instant du partage de nos interventions. Merci pour votre attention et du coup, je me tiens à votre disposition. Nous nous tenons à votre disposition, évidemment, pour entrer davantage dans le détail de ce que nous avons constaté. Merci, chers collègues rapporteurs. Monsieur le Président, chers collègues, donc, quand même redire que beaucoup de nos constats sont convergents. Et vous venez de l'évoquer. On a un point de divergence majeur, c'est ce que Hugo Bernalicis vient de décrire, c'est qu'au fond, vous voudriez recréer une filière intégrée de police judiciaire, dont recréer un silo que je trouve par ailleurs contradictoire avec l'idée même du constat qu'on a tiré que le décloisonnement a du bon. Donc on ne peut pas dire, je crois, d'un côté que le décloisonnement a du bon et de l'autre qu'on voudrait refaire un silo. Donc je pense que là, c'est notre vrai point de désaccord. Pour revenir au constat qu'on a identifié et des difficultés et des risques qui demeurent, je crois que le principal point de difficulté de la réforme, on en a vu les avantages, et vous les avez exprimés d'ailleurs, chers collègues, c'est le risque de départementalisation. Alors donc le risque est dans l'objectif même de la réforme, en disant on va relaisser beaucoup plus de poids, et on y reviendra. Pourquoi ça a du sens de donner des poids, des responsabilités, de la déconcentration au niveau le plus proche du terrain. Et le risque qu'il faut gérer, c'est le risque de repli départemental de l'action, c'est-à-dire que face à des phénomènes qui ne, respectent pas les frontières administratives, comment notre appareil policier s'adapte à ces réalités. Comment il continue à collaborer, comment il continue à faire vivre une dimension supra-départementale avec cette réforme qui lui donne beaucoup de poids. Et il y a un sujet en particulier, c'est notamment le niveau 3, la criminalité organisée, puisqu'au terme du décret mettant en œuvre la réforme, ces services ont une compétence zonale, c'est-à-dire supradépartementale, exercée notamment par les directions interdépartementales qui sont dans les chefs-lieux. Et donc il y a un véritable risque, on y reviendra sur comment on le gère de repli. Deuxième difficulté, je l'ai évoqué, c'est sur le haut du spectre. Et face à ça, la proposition que l'on fait, conjointe d'ailleurs, c'est de renforcer le niveau zonal, c'est-à-dire le niveau qui est au-dessus du niveau départemental, qui aujourd'hui flotte, il faut bien le dire, complètement dans l'organisation. Ça nous a été dit, nous l'avons constaté, qu'il se cherche un peu parfois une raison d'être avec des vraies différences territoriales. Vous avez des zones dans lesquelles vous avez un directeur zonal qui s'assure qu'il n'y a pas de repli départemental, et d'autres qui considèrent qu'il est dans l'animation et puis le reporting. Donc moi, on considère, et c'est la proposition qu'on formule, qu'il faut donner une autorité hiérarchique du directeur zonal sur les directeurs départementaux et éviter, parce que ça c'est un risque, qu'il se replie, ce niveau zonal, dans la fabrication de la norme, du contrôle et du reporting, et qu'il soit un peu dans un risque de dérive bureaucratique de ce niveau-là, alors qu'on peut lui donner une place importante, efficace, opérationnelle, du moins hiérarchique. Deuxième élément, les risques qui ont été évoqués au moment de la réforme, soit au moment de son débat, soit des conditions de mise en œuvre, c'est le risque de détournement des effectifs d'enquêteurs et d'autres missions, et celui de l'ingérence préfectorale, vous venez de l'évoquer, monsieur le rapporteur, dans les affaires judiciaires.
on peut dire qu'après nos travaux, ces risques ne se sont pas matérialisés. À la fois, il n'y a pas eu de transfert d'effectifs de missions judiciaires vers d'autres missions et pas d'ingérence préfectorale dans la bonne conduite des enquêtes. Et je pense que c'était important de clarifier ce point-là, qui est écrit noir sur blanc et qui est d'ailleurs, je le dis, convergent entre nous deux. Donc il faut aussi rassurer celles et ceux qui voyaient un risque, une menace sur la réforme. Ce risque-là ne s'est pas matérialisé. Deuxième élément qui me semble nécessaire d'avoir en tête, c'est qu'au fond, il est quand même difficile de dire si cette réforme, elle apporte une vraie efficacité supplémentaire dans l'action. Difficile finalement d'objectiver si avec cette réforme, on va pouvoir réduire le stock de procédures, si avec cette réforme, on va pouvoir réduire les délais. D'ailleurs, c'est un point qui nous a frappé, c'est que l'objectif ultime, l'impact ultime, le résultat ultime de la réforme, il a été relativement absent dans la mise en œuvre de la réforme. Et je le dis d'ailleurs, c'est un point à destination du ministère de l'Intérieur. La réalisation du rapport a parfois été rendue complexe et difficile parce qu'on n'a pas eu accès à toutes les informations dont on souhaitait. Je pense notamment à un rapport sur comment résorber les stocks de procédures judiciaires qui a été fait par les corps d'inspection et qui, malgré nos plusieurs relances, n'ont jamais été communiqués à la mission. Monsieur le Président, je pense que c'est important que nous l'ayons en tête. De la même manière, des dimensions importantes sur l'analyse des ressources humaines, l'analyse des effectifs, qui ont manqué, je crois, dans la bonne conduite de nos travaux. Troisième élément, un peu de limite dans la conduite de cette réforme, c'est qu'à la fois la départementalisation, elle a été bien affirmée, mais que la logique de déconcentration des moyens n'a pas toujours été pleinement respectée. Je m'explique. Comme cette réforme a été faite à moyens constants et qu'il a fallu créer des directions zonales, on a constaté que ces directions zonales se sont faites non pas avec une déconcentration des moyens du niveau central, national, vers le niveau zonal, mais du niveau départemental vers le niveau zonal. Donc en fait, vous avez deux mouvements. On crée un niveau départemental, mais on prend des effectifs du niveau départemental pour créer un échelon zonal. Alors qu'on aurait pu imaginer que cette réforme de départementalisation se fasse dans un puissant mouvement de déconcentration du niveau central vers le niveau départemental. Et donc ça, je pense que ça a été un élément qui est assez convergent entre nous par ailleurs dans les constats que nous formulons, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un prélèvement d'effectifs opérationnels pour nourrir le niveau zonal. Par ailleurs, nous on considère que indépendamment presque de cette réforme, qu'il y a une véritable situation sur la police judiciaire qui demeure. Donc il y a beaucoup de développement dans notre rapport sur la crise que traverse la police judiciaire depuis plus de 10 ans, avec le stock de procédures, on en a parlé, un engorgement parfois des services et une désaffection des policiers pour cette matière. Donc on considère quand même qu'à côté de cette réforme, il y a des mesures qui doivent être prises pour renforcer l'attractivité. Et d'ailleurs, on constate qu'il y avait des mesures qui devaient être annoncées par le précédent ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas pu, dans le calendrier attendu, être prises. Et on considère que ça reste extrêmement important. Mais donc, à tous celles et ceux, je le dis aussi, qui voient dans la crise de la police judiciaire les conséquences de cette réforme, il n'y a pas de lien. La crise du recrutement, la crise aussi du métier est bien antérieure à cette réforme. Cette réforme n'a pas répondu à la crise d'attractivité de la police judiciaire, mais pour autant, on ne peut pas démontrer qu'elle l'est aggravée. Donc il y a besoin d'un certain nombre de mesures sur l'attractivité. On fait quelques développements dans le rapport. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous pouvions partager avec les membres de la Commission en synthèse sur les travaux de cette mission d'information. Merci à tous les deux. Oui, en effet, dans le débat, notamment sur le rapport annexe à la loi de programmation du ministère de l'Intérieur il y a quelques années, je vous rappelle qu'il y avait eu ce débat très important sur, d'un côté, vous l'avez dit, cher Thomas, de transfert des effectifs de missions judiciaires vers d'autres types de missions. C'est un élément qui avait été porté à la critique à l'époque, de la même façon que le risque de prise en main préfectorale, notamment sur les affaires dites sensibles. Moi, je note que ces critiques sont levées par votre travail, mais enfin, nous constatons
qu'au fond, cette réforme n'a pour l'instant pas répondu aux objectifs qui étaient attendus, c'est-à-dire la crise de la police judiciaire, d'où l'intérêt d'avoir des missions d'information transpartisanes qui permettent de mêler des points de vue très différents, mais qui aboutissent en l'occurrence quand même sur un certain nombre de constats communs. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un certain nombre de prises de fonction, de ministères régaliens, comme chacun l'a constaté depuis quelques jours, et qu'évidemment, j'ai demandé à chacun et chacune des ministres concernés de pouvoir se présenter au plus vite devant la commission des lois. Ils en sont tous informés et nous verrons comment nous le ferons, sachant que nous ne pourrons sans doute pas les auditionner dans le cadre des avis budgétaires, mais je souhaiterais que dès la semaine prochaine, un certain nombre de ministres puissent se présenter devant nous pour évoquer leur feuille de route, évidemment, dans ce moment un peu particulier. Je vais donner la parole à chacun des orateurs de groupe pour 2 minutes, je le rappelle, et non pas 4, 2. Et je donne immédiatement la parole à Michael Taverne. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord, merci pour vos conclusions de cette mission d'information concernant la réforme de la police nationale contestée par les acteurs de terrain, notamment la police judiciaire. Le Sénat, qui a déjà rendu un rapport cet été, a indiqué qu'il s'agissait d'une réforme imposée à marche forcée. En 2022, lors de la LOPMI au Rassemblement national, nous avions alerté le ministre de l'époque, Gérald Darmanin, sur les effets néfastes de cette réforme. C'est tellement une belle réussite qu'en 2024, le procureur général de la Cour d'appel de Versailles déclarait que le premier bilan n'était pas favorable, que les objectifs n'apparaissaient pas atteignables et que cette réforme budgétaire de manager avait cassé des services spécialisés tout en engendrant un repli départemental qui nuit aux échanges structurés. Exactement ce que nous disions à l'époque, confirmé par les policiers de PJ. Messieurs les rapporteurs, après avoir passé 22 ans dans cette belle administration que je connais bien, j'avoue que vos recommandations rajoutent un sac de nœuds au sac de nœuds déjà existant, à part peut-être 2-3 recommandations de coordination des services et la création d'une direction générale de la PJ ayant compétence et autorité sur l'ensemble des antennes PJ locales avec des moyens propres et indépendants à l'instar de la DGSI. Vous proposez de créer et encore créer corps d'inspecteurs, par exemple. Vous ouvrez la boîte de Pandore alors que ce n'est pas la solution. Le FBI à la française n'existera jamais. Vous n'évoquez pas la qualification d'OPJ en formation initiale qui est un fiasco et nous l'avions dit. Il faut un tronc commun et une spécialisation en fin de scolarité. Il faut décomplexifier la procédure pénale, revoir les cycles horaires, investir dans un logiciel de rédaction de procédures efficace, revoir l'ASA. Vous n'évoquez pas l'effectif de référence qui est un problème. Vous ne parlez pas de la multiplication des unités de voie publique, la répartition opérationnelle des effectifs. Bref, en 2 minutes, difficile de tout résumer. Vous proposez que les magistrats se rendent dans les commissariats, mais ça existe déjà. Cette réforme ne changera rien, car sur le fond, les vraies problématiques ne sont pas traitées. Merci. Merci. Pauline Levasseur pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. En premier lieu, je souhaite remercier les rapporteurs pour ce travail dont la qualité et la clarté rendent accessibles les enjeux les plus techniques qui touchent à l'organisation et à la gouvernance de la police nationale aujourd'hui. L'étude de ce rapport, ce matin, est l'occasion pour moi d'opérer une clarification. La réforme de la police nationale, à travers le livre blanc de 2020, ou la LOPMI, et dont le rapport s'attache à évaluer les effets, n'est pas le point de départ ou la cause de tous les problèmes structurels qui touchent nos agents ou leur organisation. On ne peut pas mettre sur le compte des dernières évolutions les lourdeurs et complexités procédurales ou administratives qui pèsent sur nos policiers. On entend aussi dire que le manque d'attractivité dans la police judiciaire est une conséquence de la réforme. De façon tout à fait pertinente, votre rapport souligne que cette crise des vocations dans l'investigation judiciaire n'est pas le fruit de la réorganisation récente de la police nationale, mais un phénomène bien antérieur. Au-delà de cette clarification, je souhaiterais pouvoir expliciter un point important du rapport, à savoir le rôle de l'échelon zonal. Comme vous le savez, la réforme de la police nationale a consacré la zone comme niveau de déconcentration stratégique. Les deux rapporteurs s'accordent sur le fait qu'il faut renforcer cet échelon pour mieux assurer la coordination supradépartementale et qu'il serait nécessaire d'affirmer plus clairement l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN de son ressort. Vous divergez toutefois sur le rôle que doit jouer cet échelon. M. Bernalicis préconise que soit joué un rôle pleinement opérationnel au niveau zonal, tandis que M. Cazenave préférerait lui conférer un rôle d'animation et de coordination.
Messieurs les rapporteurs, pourriez-vous chacun nous préciser ce qu'il ne vous paraît pas satisfaisant dans la solution proposée par l'autre, dans la manière de renforcer l'échelon zonal? Je pense notamment à M. Cazenave, qui considère que lui conférer un rôle opérationnel serait de nature à brouiller les responsabilités et à recréer des circuits parallèles contraires à l'esprit de la réforme. Quelles conséquences pratiques de l'application voyez-vous si l'on applique votre recommandation et celle de votre co-rapporteur sur le sujet? Je vous remercie. Merci. La parole est à Elisa Martin pour la France Insoumise. Bonjour, merci. Merci à tous. Tout d'abord, je veux vous remercier pour le travail que vous avez réalisé l'un et l'autre avec le soutien, évidemment, de l'administration. Il y a donc la police que l'on voit, la police d'intervention, la police de sécurité publique, très flattée d'ailleurs par les ministres de l'Intérieur successifs, et celle plus discrète, y compris parce qu'elle n'est composée que de 6 000 agents au sein de la police nationale, qui sont les enquêteurs de PJ, qui sont pourtant essentiels pour mener des enquêtes, c'est-à-dire établir les faits nécessaires à l'établissement de la vérité en partie, et qui permettra ensuite d'instruire un procès dans de bonnes conditions. Elle est évidemment, cette police judiciaire, nécessaire pour s'attaquer à la délinquance, y compris la délinquance plus complexe, la délinquance en col blanc, comme l'on dit parfois, ou la délinquance correspondant au haut du spectre, qui, sans aucun doute, est celle qui pose le plus de problèmes. Or, l'effet de la départementalisation, puisque c'est ainsi que s'appelle la réforme de la police nationale, craignait d'abord un recul de l'indépendance des enquêteurs, en particulier dans la relation au préfet. Vous nous indiquez que cette inquiétude est levée, ou qu'en tout cas, ça n'a rien changé par rapport à des faits ou des comportements précédents. Chacun comprend que l'efficacité de la police judiciaire permet à la justice de faire, encore une fois, son travail d'élucidation et d'établissement des délits et des crimes. Conforter son indépendance, c'est par la justice qu'il est elle-même que nous pourrions avoir des garanties, puisque la justice a comme outil les services enquêteurs, et puisque c'est elle-même qui dirige la justice, les magistrats, les procureurs, le parquet au début en particulier. Et l'on sait que le début d'une enquête dira la suite de façon extrêmement concrète. La question que l'on peut se poser immédiatement, c'est comment se fait-il qu'une si belle mission, valorisée par exemple par la littérature, qui connaît beaucoup d'exemples, connaît une telle crise des vocations? Qu'en serait-il? Merci beaucoup. On va essayer de respecter un petit peu le temps. On était à 2 minutes 30, ce qui va ravir Roger Vico, qui nous disait que 2 minutes était trop court. Cher Roger, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je trouve ce rapport désespérant. Non pas de la qualité, au contraire, qui est excellente, mais je trouve ce rapport désespérant parce qu'il ne fait que confirmer, valider et illustrer finalement tous les risques que nous avions soulignés, ciblés dès 2022. Parmi ces risques, le fait qu'aujourd'hui, pour des raisons d'organisation nouvelles, la police judiciaire se retrouve souvent réaffectée à des missions qui ne sont pas son cœur de métier, c'est-à-dire des missions de sécurité publique, des missions de maintien de l'ordre. On a même vu des exemples d'agents de police judiciaire affectés à la surveillance de matchs de football. Quand bien même ces matchs seraient risqués, ça n'est pas leur mission, ça n'est pas leur rôle. Je rappelle que dans quelques mois, début 2027, la police judiciaire fêtera ses 220 ans. Et lorsqu'elle a été créée par Clémenceau, elle a été créée pour seconder l'autorité judiciaire. On a beaucoup parlé du risque d'ingérence du préfet. Certes, il n'y a pas de risque d'ingérence du préfet dans la nature des enquêtes. En revanche, le préfet peut désormais jouer un rôle éminent en matière de choix des enquêtes.
Et ça, c'est complètement différent de la manière dont les choses se fonctionnaient auparavant, et le rôle du procureur ou de la procureure s'en trouve minoré. Et moi, j'ai le sentiment, même s'il y a des avantages à cette réforme que vous soulignez, la fin du fonctionnement en multiples silos, si j'ose dire, le renforcement du commandement départemental, la coordination, vous le soulignez également, reste néanmoins difficile, les organigrammes parfois complexes, et puis la gestion à moyens constants, finalement, ne répond pas exactement à ce qu'on attend ou de ce qu'on attendait de cette réforme. Alors l'image que j'en ai à la lecture de ce rapport excellent, je le redis, c'est que nous avons désormais une police judiciaire un peu plus affaiblie, un peu plus ventilée et peut-être même un peu plus rabougrie. Et je pense sincèrement, monsieur le député Bernalicis, j'ai cru comprendre que nous étions tous deux députés de la métropole lilloise. Vous voyez comme moi tous les jours les manifestations des officiers de police judiciaire. Et je pense très sincèrement que cette réforme est en partie la cause de la désaffection pour le métier et de la perte d'attractivité du métier d'enquêteur de police judiciaire. C'est un point quand même que nous avions constaté avant même la réforme. Je le rappelle, puisque nous avions beaucoup débattu dans le cadre de la LOPMI, mais c'est votre point de vue. Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, au nom de mon groupe, nous souhaitons évidemment remercier le travail réalisé par les deux rapporteurs. Comme vous l'indiquez, Monsieur le Président, évidemment, on voit aussi apparaître des divergences d'analyse. Néanmoins, un certain nombre d'éléments se dégagent. En tout cas, notre groupe, nous soutenons cette réforme pour ses avancées en matière de coordination et d'efficacité. Et nous insistons aussi sur la nécessité de préserver les spécificités des services judiciaires et de pouvoir garantir évidemment une mise en œuvre équilibrée et transparente. Pour nous, cette réforme part évidemment d'un bon diagnostic. Notre police souffrait d'un cloisonnement paralysant et d'un déficit d'efficacité. Elle a le mérite de rationaliser, de moderniser, de responsabiliser, mais comme l'indique le rapport, elle reste inachevée et déséquilibrée. En résumé, une réforme dont nous considérons qu'elle est utile dans son principe, mais, comme l'indique le rapport, à corriger dans un certain nombre d'éléments liés à son exécution. Notre rôle est évidemment de garantir le fait qu'elle renforce l'efficacité régalienne de la police et non sa dépendance administrative. En tout cas, c'est un point sur lequel nous sommes extrêmement attentifs. Alors, j'en viens à un élément qui concerne la logique d'unification et de simplification, et ça débouchera sur la principale question que nous avons. La suppression et je le mets entre guillemets, des tuyaux d'orgue a mis fin à une organisation où la sécurité publique, la police judiciaire et la police de l'air et des frontières travaillaient en silo. Et dans plusieurs départements pilotes, qu'il s'agisse du Nord, du Rhône, de la Haute-Garonne, cette intégration aurait permis de réduire de 10 à 15% des délais d'intervention sur les appels d'urgence. Et donc, question au rapporteur, peut-on mesurer concrètement l'impact de cette unification sur la réactivité des services et dans quel territoire les effets positifs sont-ils les plus visibles ? Par ailleurs, et j'en terminerai pas là, c'est la conclusion, évidemment, notre groupe votera pour la publication du rapport, puisque c'est cela la question qui se posera in fine après nos débats, et je vous remercie. Merci. Je comptais en effet le rappeler le moment venu. Sandra Rigol pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup, messieurs les rapporteurs, pour ce rapport qui, comme tous les collègues l'ont rappelé, c'est assez rare d'avoir une telle unanimité, dont le travail est essentiel et a permis d'objectiver des données, des travers dont on a souvent parlé, que ce soit à l'occasion des textes qu'on ait eu l'occasion de débattre ici ou de débats plus généraux. Certes, il souligne les problématiques structurelles plus anciennes, mais il souligne surtout l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, en tout cas, dans laquelle les reculs successifs sur les missions de la police judiciaire nous mènent aujourd'hui. Et ces reculs-là, ils sont très, très concrets. Vous faites part des stocks de procédures qui sont en moyenne autour de 130 aujourd'hui. Moi, la semaine dernière, vous connaissez tout ça, le collègue Vico faisait référence aux manifestations lilloises. La PJ strasbourgeoise était dans la rue à distribuer des tracts pour expliquer ce que c'était la réalité de files d'attente ininterrompues, avec plus de 150 dossiers en file par agent.
dont la moitié ont plus d'un an et plus, c'est-à-dire des victimes qui ne voient jamais la concrétisation des démarches qui sont en cours, c'est-à-dire des victimes qui désespèrent de la justice et de la police française, et donc une désaffection globale et pour les agents qui sont en perte de sens, d'où les problèmes de recrutement d'attractivité que vous mettez en avant, et pour la population, une perte de sens dans le travail qui est celui de sa police judiciaire et de sa justice. Et cette réalité-là, elle nous coûte à toutes et tous. Et ce que je retiens de votre rapport, outre les diverses modifications qui sont à mettre en œuvre, c'est qu'elle appelle surtout à un travail législatif important, urgent, pour faire en sorte d'avancer. Et je note aussi que, comme à chaque fois, les rapports qui sont essentiels pour pouvoir aller plus loin et objectiver les problématiques réelles existent, mais que les parlementaires n'y ont jamais accès, malgré les demandes répétitives, et que c'est un outil qui nous prive de pouvoir concrétiser plus largement les demandes qui sont celles de nos concitoyens sur nos territoires. Merci. D'ailleurs, je n'ai pas rebondi sur la remarque de Thomas Cazenave il y a quelques instants, notant que toutes les données auxquelles vous souhaitiez avoir accès ne vous avaient pas été communiquées. Je rappelle aux rapporteurs que lorsqu'il y a une difficulté de transmission de documents ou d'auditions qui ne peut pas se tenir, il faut ne pas hésiter, en tout cas, à me solliciter, puisque de mon côté, évidemment, je ferai non seulement passer le message, mais je saisirai officiellement à chaque fois que cela est nécessaire. Éric Martineau pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Notre groupe, les démocrates, tient tout d'abord à saluer les travaux réalisés par les co-rapporteurs sur une réforme structurelle aussi importante qu'est celle de la police nationale. Alors que les faiblesses de l'organisation en tuyau d'orgue de la police nationale étaient identifiées de longue date, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reprenant une idée née au début des années 90, a entendu mettre en œuvre un ambitieux projet de réorganisation. Destiné à améliorer l'efficacité d'une institution perçue comme cloisonnée et centralisée, cette réforme, il est vrai, a provoqué de fortes inquiétudes sur le devenir de la police judiciaire. Si vos travaux révèlent malgré tout des avancées, pour autant, vous pointez dans votre rapport le rôle inabouti de l'échelon zonal. En effet, en faisant le choix de la départementalisation, la réforme présentait le risque de passer du fonctionnement précédent en silo, marqué par un cloisonnement entre directions centrales, à un cloisonnement départemental de l'action des directions de police nationale et des directions départementales de police nationale. L'affirmation de l'échelon zonal devrait compenser ce risque d'enfermement départemental. Or, vous semblez conclure que cet échelon zonal n'est pas abouti. Notre interrogation est la suivante. Pensez-vous que le caractère inabouti de cet échelon mettrait en risque la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean Moulière pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La réforme de la police nationale, entrée en vigueur au 1er janvier 2024, s'inscrit dans une longue évolution de nos structures policières et constitue sûrement l'une des réorganisations les plus importantes depuis 1966. Elle s'insère dans un mouvement plus large de refonte de notre appareil sécuritaire et administratif. En unifiant le commandement autour d'un directeur départemental unique, elle a cherché à répondre à une double exigence: rendre l'action policière plus cohérente et plus réactive sur le terrain et mieux coordonner les différentes filières, qu'il s'agisse de la sécurité publique, du renseignement, de la police judiciaire ou de la police aux frontières. Le rapport que vous présentez en souligne à juste titre les premiers résultats positifs. Une meilleure mutualisation des moyens, une coordination renforcée et une chaîne de décision plus lisible. Mais vous soulignez également plusieurs points de vigilance, une appropriation encore incomplète de l'autorité fonctionnelle, un échelon zonal dont le rôle doit être clarifié et consolidé, et surtout le risque que la logique départementale ne limite la capacité de la police judiciaire à traiter les affaires complexes dépassant les frontières administratives. Dans ce contexte, il ne faut pas déconstruire cette réforme, mais la parfaire. Réformer notre police est essentiel et l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui est vital. Revenir à une organisation séparée entre les métiers serait, à mes yeux, un retour en arrière, contraire à l'esprit d'efficacité et de décloisonnement voulu par le législateur. Et ma question est donc la suivante: quelles mesures concrètes envisagez-vous pour renforcer la coordination entre les échelons zonal et départemental
afin que la réforme atteigne pleinement ses objectifs d'unification et de décloisonnement. Vous soulignez dans votre rapport que le rôle du directeur zonal reste parfois mal défini et peu outillé pour assurer une véritable cohérence territoriale. Comment, selon vous, renforcer cet échelon sans recréer une couche hiérarchique supplémentaire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sophie Ricourt-Vaginet pour le groupe UDR. Monsieur le Président, mes chers collègues, la réforme de la police nationale représente une avancée qui reste insuffisante dans l'organisation de nos forces de sécurité. Elle a le mérite de simplifier une architecture souvent illisible en unifiant la chaîne de commandement et en rapprochant les services autour d'un chef unique départemental. Et elle a tenté d'introduire par la filière judiciaire intégrée une meilleure cohérence face à une délinquance désormais diffuse, mobile et technologique. Mais mes chers collègues, ces avancées demeurent entravées par des défauts structurels qui en limitent profondément la portée. L'autorité fonctionnelle reste un concept administratif dépourvu de force opérationnelle. Et les directions zonales, dont on a parlé, réduites à un rôle de coordination, n'ont pas la puissance de commandement que possède notamment la gendarmerie à l'échelon régional. Et faute de transfert réel d'effectifs, la réforme s'est souvent traduite par un redéploiement interne, affaiblissant les capacités d'enquête et d'intervention. Prenons l'exemple des Alpes de Haute-Provence, qui est mon département. C'est un territoire rural vaste et contrasté, où coexistent des zones relevant de la police nationale et de la gendarmerie. Dans ce département, la réforme a permis des progrès réels en matière de coordination, mais elle met également en lumière les limites structurelles du dispositif actuel. La gendarmerie bénéficie d'une chaîne de commandement pleinement intégrée, articulée autour d'un échelon régional qui est opérationnel, alors que la police nationale, quant à elle, agit avec efficacité dans son champ, mais son organisation départementale ne dispose pas encore d'un niveau intermédiaire de pilotage équivalent. Ces différences d'architecture se traduisent non pas par un manque d'engagement des personnels, mais par des contraintes logistiques et de coordination. Ainsi, le déséquilibre observé tient moins aux acteurs qu'au modèle institutionnel lui-même. Et la réforme doit consolider ces structures pour garantir une articulation fluide entre la gendarmerie et une pleine efficacité sur l'ensemble du territoire. Il faut donc consolider les bases en dotant l'échelon zonal d'un véritable rôle opérationnel et en réhabilitant et revalorisant la filière judiciaire, sans laquelle l'efficacité de la police républicaine demeure inachevée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser nos rapporteurs répondre, après quoi nous aurons 4 orateurs inscrits. Alors, dans l'ordre que vous souhaitez, Thomas Cazenave tout d'abord, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, merci pour vos remarques et vos questions. Peut-être je voudrais, par rapport à la première intervention de Monsieur de Taverne, lever une ambiguïté. Nous avons un désaccord majeur entre nous sur la vision cible de la police judiciaire, entre Hugo Bernalicis et moi-même. Hugo y reviendra. La proposition que vous nous attribuez est en fait la proposition de mon collègue rapporteur de refaire un silo parfaitement intégré, ce qui n'est pas la proposition que je formule. Je considère pour ma part qu'il ne faut pas revenir au cloisonnement, que le décloisonnement entre les services, mais également entre les différents niveaux du judiciaire, entre le niveau 3, le niveau 2 et le niveau 1, va dans le bon sens. En revanche, face au risque de départementalisation de l'action et du repli départemental, face à une criminalité organisée qui fait fi de nos frontières administratives, nous plaidons là ensemble pour un niveau zonal hiérarchique qui garantisse qu'il n'y ait pas de repli départemental. Deuxième élément, vous êtes très nombreux à être revenus sur l'attractivité de la police judiciaire. Je pense que c'est un point de convergence, écrit noir sur blanc d'ailleurs dans le rapport. Elle préexistait à cette réforme et elle continue après cette réforme, parce que les sujets qui sont avancés derrière la crise de la police judiciaire ne relèvent pas d'une certaine manière de la réforme qu'il nous était demandé de regarder de près. Procédure pénale, situation RH, cycle de temps de travail par rapport notamment à la sécurité publique. Autant de sujets qui ne sont pas directement liés
à la départementalisation de la police nationale. C'est la raison pour laquelle le rapport n'est pas un rapport sur l'attractivité de la police judiciaire, c'est vraiment un rapport d'évaluation sur la départementalisation. Donc toutes les questions que vous soulevez, d'ailleurs on les partage pour la plupart avec Ugo Bernalicis, et on dit ce n'est pas cette réforme qui peut amener un certain nombre de réponses qui relèvent d'autres sujets, et pour la plupart d'ailleurs ne sont pas des sujets de nature, je crois, législatif, hormis la question de la complexité de la procédure pénale qui est quand même revenue à chacune de nos... voilà. Donc ce sujet-là sont des sujets de nature réglementaire et pour lesquels je pense que des réponses sont attendues. Et le ministère de l'Intérieur a préparé une série de réponses, semble-t-il, mais qui, à la faveur des évolutions les plus récentes, n'ont pas encore été annoncées ni même mises en œuvre. Sur la question de Pauline Levasseur sur le niveau zonal, on a une petite, alors pour rentrer un peu dans le détail, une petite divergence entre nous, c'est qu'on plaide tous les deux pour qu'on ait une direction zonale hiérarchique, au-dessus des directions départementales. Et la différence entre nous, c'est que mon collègue veut qu'il y ait aussi un canal hiérarchique entre les adjoints du directeur zonal, qui reproduit les anciens silos, et les équipes départementales. Ce qui reviendrait, de mon point de vue, mais il exprime le sujet, à refaire les silos. Mais vous l'avez bien compris, l'objectif ultime d'Ugo Bernalicis, c'est de refaire un canal complètement intégré. Et moi, je défends au contraire que cette réforme a apporté des canaux historiques peut-être, a apporté des réponses en matière de décloisonnement qu'il faut consolider et pour lesquelles il faut apporter des réponses, notamment à travers... Et que ça suffira de faire ça. Pour moi, ça suffira de faire le niveau hiérarchique, mais il y reviendra, je n'en doute pas. Sur la question notamment de monsieur Vico, vous dites la PJ s'est rabougrie à la faveur de cette réforme et vous nous citez le risque, alors c'était le troisième risque majeur, en disant avec cette réforme, on va prendre tous les effectifs de la police judiciaire pour faire de l'ordre public, vous allez voir. Et monsieur, cher collègue, vous nous citez le seul exemple qui nous a été évoqué quasiment pendant toute cette mission, c'est la sécurisation d'un match de foot, je crois, dans l'agglomération lilloise. Pour le reste, à la faveur de tous nos entretiens, nous ne pouvons pas affirmer que ce risque s'est réalisé. Et quand on regarde les éléments qui nous ont été notamment adressés sur les effectifs de la police, de la filière judiciaire, il n'y a pas eu de transfert, de dépeuplement. Voilà, non mais attendez, avec les chiffres qu'on a. Donc, non, ce risque-là, tout comme... C'est très important. Je trouve que autant elle n'est pas parfaite, cette réforme, autant l'intrusion du corps préfectoral, le transfert des effectifs, ce sont quand même un certain nombre de risques que l'on a écartés dans nos investigations. Donc non, ça ne s'est pas fait tel que certains craignaient que les conditions de mise en œuvre, finalement, je dirais, dérèglent un peu cet équilibre. Et par ailleurs, sur les sujets zonaux, j'en ai parlé. Sur Sandra rigole sur les reculs successifs de la PJ, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette réforme, puisqu'on a quand même, et là d'un point de vue convergent avec Ugo Bernalicis, on défend le fait qu'il y a un certain nombre d'avancées avec cette réforme, hein, je le dis, mais que d'autres sujets n'en relèvent pas. Et sur l'affirmation de l'échelon zonal, c'est la vraie convergence que nous défendons tous les deux, qui permet de répondre, je crois, à la fois aux questions de notre collègue Martineau. Oui, il faut en faire un niveau hiérarchique. On n'est pas obligé de faire un truc très compliqué. Et c'était, je crois, aussi une remarque de Jean Moulière pour Horizon, qui demandait comment l'installer, tout simplement en reconnaissant. Et en fait, d'un territoire à l'autre, certains considèrent que ce sont des patrons hiérarchiques, d'autres que ce ne sont pas des patrons hiérarchiques. Et le vrai risque, si on laisse le niveau zonal flotter comme ça dans l'organisation, il risque de se produire ce qu'on a commencé à constater, c'est que des gens qui ne font que de l'animation, du pilotage, du contrôle et de la norme. Et donc, il faut les réancrer dans l'organisation et assumer que ce sont des patrons hiérarchiques. Ce qui évitera qu'on ait une forme de déport vers une activité qui a une activité, voilà, je dirais, moins directement en prise avec la réalité immédiate et quotidienne sur lesquelles sont attendus des résultats. Et pour le reste, je laisse peut-être Ugo Bernalicis compléter les questions qui ont été posées. Merci, chers collègues. Alors, bon, je vais revenir sur un point, c'est que les objectifs initiaux de cette réforme ont été mouvants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti des objectifs initiaux qui ont été figés au moment de la LOPMI,
alors qu'il y a eu toute une partie précédente où il avait été affirmé que l'objectif de cette réforme de casser les silos était par exemple de réduire les stocks de procédures. Ça a été dit par le ministre en exercice à l'époque et par les chefs de la police de l'époque, comme étant un élément. Plus tard, ils ont dit « Ah ben non, finalement, à mon avis, ça n'aura que peu d'impact sur les stocks. On est en 2025, les stocks ont augmenté par rapport à 2023, par rapport à avant la réforme. » Donc c'était plutôt judicieux de rétro-pédaler sur cet objectif. Deuxième objectif, plus de bleus sur le terrain. Je vous rappelle que c'était doubler la présence de policiers sur le terrain. Je n'y ai jamais cru, j'ai toujours dit que c'était une fable et que si on faisait ça, on allait au-devant d'une catastrophe énorme sur la gestion des procédures en cours qui étaient déjà en difficulté. Et qu'à un moment donné, pour mettre plus de bleus sur le terrain, il n'y a pas 36 000 endroits où on a des marges de manœuvre, c'est d'aller prendre sur la police judiciaire. Propos assumés d'ailleurs par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, devant les sénatrices et sénateurs, d'expliquer que ce qui était efficace en termes d'ordre public, ce n'était pas les enquêtes de long cours, mais de faire de l'ordre public immédiat. C'est ce qui a d'ailleurs été le sous-jacent des opérations Place Nette, j'y reviendrai. Donc plus de bleus sur le terrain, diminution des stocks. Meilleure coordination entre les services pour éviter les doublons, notamment entre les sûretés départementales qui étaient gérées à la direction départementale de sécurité publique, donc c'est le judiciaire côté sécurité publique, et d'éviter qu'ils soient sur les mêmes objectifs avec l'antenne PJ du coin qui pourrait surveiller les mêmes bonhommes, les mêmes trafiquants, les mêmes réseaux. Bon, ça, on a en partie résolu cet élément puisque la filière est à nouveau intégrée. Mais des retours qu'on a eus, il faut dire aussi que les doublons qui étaient avancés, c'était aussi quelques exemples ici ou là, et que ce n'était pas une généralité dans le mode de fonctionnement de la police nationale et judiciaire en particulier. Et fort heureusement, il n'y avait pas 2 équipes de policiers sur tous les enjeux en même temps, en parallèle, et c'est tant mieux. Objectif aussi de retrouver des marges de manœuvre dans l'encadrement intermédiaire et dans les supports. C'était de dire, comme on va fusionner des directions centrales ensemble, et à l'échelle locale, on va fusionner aussi des structures avec un chef unique. Là où il y avait plusieurs secrétariats, il n'y aura plus qu'un seul secrétariat. Là où il y avait plusieurs états-majors, il n'y aura plus qu'un seul état-major. Là où il y avait plusieurs services RH et budgétaires, il n'y en aura plus qu'un seul. Et donc, du coup, par cette fusion-mutualisation, on va dégager des nouvelles marges de manœuvre et des moyens. Ceci n'a pas été constaté sur le terrain, ni sur les supports qui... On l'a vu, tout ça a été fait quand même dans une certaine précipitation. Ils sont encore en train d'essayer de converger entre les anciens fonctionnements des directions centrales et de se mettre, de s'accorder sur les tuyaux. Et tout l'encadrement intermédiaire officier qu'on pouvait s'imaginer dégager ont été remis soit dans des nouveaux états-majors plus grands, puisque plus de choses à gérer, soit ont été absorbés par le niveau zonal, dans les départements chefs-lieux de la zone. Ça a été constaté dans tous nos déplacements, que ce soit à Bordeaux, Lille ou Marseille, qu'en fait, on manquait de chefs. On s'est dit, on va retrouver des chefs, et ils ont été absorbés par ce nouveau échelon zonal chargé de l'animation. Je dis nouveau, quoi qu'il n'est pas si nouveau que ça, cet échelon zonal. Il ne faudrait quand même pas qu'on explique que cette réforme a inventé des choses qui, en fait, préexistaient. Toutes les directions centrales avaient créé des échelons zonaux avant cette réforme. Il y avait une direction zonale de la police judiciaire. Il y avait une direction zonale de la police aux frontières. Il y avait une direction zonale, une coordination en tout cas pour le renseignement territorial et pour la sécurité publique. Ça venait d'être mis en place d'ailleurs, cette direction zonale. D'ailleurs, il était dit pendant la conduite de la réforme que finalement, toutes ces directions zonales allaient fusionner en une seule et que ça n'allait prendre des effectifs à personne. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Ces directions zonales ont du coup accaparé un certain nombre d'effectifs. Et cerise sur le gâteau, les garanties qui ont été données pendant la mise en place de la LOPMI, notamment sur la filière judiciaire, en disant nous allons mettre en place les moyens de retour pour savoir entre avant la réforme et après la réforme, pour être sûr qu'on n'ait pas perdu des effectifs de police judiciaire et des moyens, y compris des moyens de fonctionnement de la police judiciaire, tout ça a disparu en la création d'une unité opérationnelle centrale, un budget central, donc géré nationalement, uniquement dédié au haut du spectre à la criminalité organisée, qui a été complètement sous-consommé en 2024 parce que personne ne savait à quoi servait ce budget central et comment le faire fonctionner. Je ne suis pas en train de grossir le trait, tu me coupes si je dis des bêtises, mais vraiment, on en est là. Et quand on demande à chacun... Comment, à la DNPJ, comment vous faites pour être sûr que vous avez autant d'agents de PJ après la réforme et avant la réforme? Ils disent,
On ne le sait pas, il y a des tableaux de reporting. A priori, c'est censé être le cas parce que dans les affectations, on a dit qu'il faut autant de PJ à tel endroit. Mais après, l'essence de la réforme, c'est que c'est le directeur départemental ou interdépartemental qui choisit de positionner les effectifs là où il veut. Au final. Et je veux redire un exemple qu'on a eu dans nos auditions, notamment avec les offices centraux, de la part du directeur de l'OFAST, qui pointait, il nous a donné un exemple, et je peux vous dire que dans la police, nous donner des exemples, ça coûte. Je le dis poliment et avec le sourire, mais ça coûte. Donc, de nous dire qu'il y avait une antenne OFAST, je ne dirais pas où il était censé y avoir des effectifs donc en relais de l'OFAST, et que quand ils les ont saisis, puisque pareil, les offices centraux n'ont qu'une autorité fonctionnelle et pas hiérarchique sur leurs antennes locales, puisque l'autorité hiérarchique, c'est bien le directeur départemental de la police nationale, qu'il avait sur le papier des effectifs à l'OFAST à cet endroit, et quand il les sollicitait, ils étaient sur d'autres missions de police judiciaire. Je n'ai pas dit des missions d'ordre public, sur d'autres missions de police judiciaire. Parce que le risque, ce n'était pas juste de faire en sorte que des agents de police judiciaire puissent être sur la sécurisation, sur de l'ordre public à l'état pur, mais qu'ils soient détournés de leur mission de police judiciaire précédente, c'est-à-dire plutôt haut du spectre ou milieu du spectre, vers du petit judiciaire ou de judiciaire annexe à l'ordre public. Effectivement, quand vous avez une manifestation, vous arrêtez quelqu'un, ça devient du judiciaire, dans le cadre de l'ordre public. Mais ça reste du judiciaire. Sauf qu'auparavant, avant la réforme, jamais quelqu'un qui était en antenne PJ, sur le haut du spectre, ne pouvait être mobilisé pour traiter des manifestants à sortir d'une manif. Sauf à des cas très exceptionnels, gilets jaunes, etc. Mais c'était déjà un problème dénoncé à l'époque par les policiers de police judiciaire. Donc c'est ce mouvement-là qu'il faut observer et regarder. Et d'ailleurs, il y avait aussi dans les objectifs de la réforme, c'était d'éviter les conflits d'incompétences négatives. C'est-à-dire quand les magistrats saisissent un service, que la PJ dise bah non, nous c'est pas pour nous, la PJ, et qu'en sécurité publique ils disent bah non, c'est pas pour nous non plus, on n'a pas le temps, on a déjà trop de dossiers, et que le magistrat se retrouve avec 0 service enquêteur. Et donc on nous avait dit que le fait qu'il y ait un chef unique, des DPN ou des ZPN, il pourrait être saisi directement, charge au DDPN d'attribuer au bon service d'enquête, au bon niveau d'enquête. C'est ça ce que se proposait de solutionner la réforme. Eh bien, c'est pareil. La réforme a atteint son objectif. Mais c'est la manière dont vous le regardez qui fait à vous de vous faire votre avis. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moins bien que la situation précédente? Il n'y a plus de conflit d'incompétence négative. C'est-à-dire que le DDPN prend et affecte le dossier. C'est vrai. Aucun DDPN n'a refusé un dossier. Aucun DZPN, quand il a été saisi, parfois les magistrats ne savent pas qu'ils peuvent saisir le DZPN, on l'a pu le constater. Mais quand ils sont saisis, affectent bien le dossier. Sauf que le magistrat peut se retrouver avec un service à qui on a donné le dossier, qui n'est pas le service que lui aurait souhaité. Le niveau, en tout cas, d'implication des enquêtrices et des enquêteurs, le niveau de spécialisation des enquêtrices et des enquêteurs. Donc il est à la fois, il n'y a plus d'incompétence négative, mais il y a moins de liberté concrète dans les enquêteurs et enquêtrices concrets qui vont faire l'enquête pour le compte de la magistrate et du magistrat. Donc je vous laisse vous faire votre avis, est-ce que c'est bien ou pas bien. Moi j'ai le mien, je trouve que c'est moins bien qu'auparavant et qu'il y avait moyen de faire mieux, notamment en rattachant directement la police judiciaire à l'autorité judiciaire. C'est une revendication que nous portons et qui, je vois, progresse à fur et à mesure que cette réforme n'atteint pas ses objectifs, au fur et à mesure que la police judiciaire est de plus en plus en difficulté, ça commence à être une revendication qui est partagée plus largement, que ce soit chez l'autorité... chez les syndicats de magistrats. Si, les syndicats de magistrats, j'en connais qui demandent ça. Mais les policiers se posent la question, ils ne sont pas encore arrivés là. Néanmoins, il y a une unanimité syndicale nationale sur le fait qu'on a un problème avec la réforme de 1995 qui a supprimé le corps des enquêteurs et des inspecteurs. Et que tous sont maintenant alignés sur le fait qu'il faut recréer une direction générale de la police judiciaire et qu'il y a un minimum de cloisonnement à avoir. Parce que ce cloisonnement, ce n'est pas juste un cloisonnement du point de vue démocratique, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure. C'est aussi un cloisonnement du point de vue de la garantie des moyens qui y sont affectés. Qu'on ne puisse pas les vampiriser et les utiliser à autre chose. Oui, oui, c'est cloisonné, mais parce qu'aujourd'hui, en réalité, tout ça repose énormément sur une personne. C'est la 5e République, c'est toujours comme ça. C'est le DDPN ou le DIPN, le directeur départemental.
Si c'est un bon directeur départemental, il ne va pas utiliser à mauvais escient les moyens de police judiciaire, il va les laisser sur de la police judiciaire, il va essayer de coordonner avec ce que lui dit le procureur de la République, et c'est tant mieux. Et un mauvais directeur départemental, ou un moins bon de mon point de vue, a tout à fait la capacité concrète et hiérarchique d'utiliser des moyens de police judiciaire pour les mettre sur une manif, pour faire du judiciaire dans la manif, pour les mettre sur les infractions sur la législation des étrangers en renfort de la police aux frontières, sur une opération de contrôle qui va être judiciarisée ensuite, sur des opérations place nette par exemple, où on peut se retrouver avec des policiers d'antenne PJ haut du spectre qui vont se retrouver à participer à une opération de démantèlement de deals de bas d'immeubles, là où ce n'était pas leur mission auparavant. Donc c'est ça les risques qu'on a face à nous qui existent toujours. C'est pourquoi moi j'assume de cette proposition de recréer un silo, mais qui soit un silo intégré du petit judiciaire jusqu'au haut du judiciaire, parce que ça je pense qu'il y a une cohérence, y compris en termes de carrière à l'intérieur de la police judiciaire, de perspective à l'intérieur de la police judiciaire, qui est important à refaire. Et évidemment, il y a plein de mesures qu'on n'a pas vues dans le rapport, parce que ça ne dépendait pas de la réforme, qui pourraient être intéressantes. La question, juste un truc simple, mais qui est de dire qu'aujourd'hui, au sein de la police nationale, la doctrine, c'est que si vous voulez évoluer dans votre carrière, il faut bouger, il faut de la mobilité, il faut changer de service. C'est le moyen de prendre des grades. Or, c'est hyper contradictoire avec la spécialisation. Quand vous voyez qu'un officier de police judiciaire, sur la délinquance économique et financière, met environ 3 à 4 ans à monter en compétences et à être au top de son niveau, s'il doit partir au bout de la 5e année pour prendre son grade, enfin, je veux dire, c'est sans fin, quoi, cette histoire. Donc oui, je sais que je suis long, mais j'espère intéresser les collègues dans les détails qu'on donne. Mais je dois dire que plus le temps est long, plus l'intérêt commence à faiblir. Ce n'est pas ce que je constate dans la salle, Monsieur le Président. Non, mais c'est parce que, en fait, en remettant ces éléments, je réponds à plein de collègues à la fois. Ça me permet de faire un propos qui est plus cohérent, à mon avis. C'est pareil sur la question de la formation initiale qui a été soulevée par plusieurs d'entre vous. De dire, c'est une catastrophe, le fait d'avoir intégré le bloc OPJ dans la formation initiale. On n'a que 11% de réussite à cette partie de 4 mois qui fait que derrière, le vivier pour avoir des OPJ n'est pas suffisant en valeur absolue, en nombre, juste pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Et que du coup, on va avoir une diminution du nombre d'OPJ dans le pays, sans parler de ceux qui sont OPJ et qui ne veulent plus travailler dans les services d'enquête, qui préfèrent aller en voie publique parce que c'est plus, on va le dire, confortable. Et ils ont bien raison en termes de rythme de vie aussi, et c'est légitime. Donc on a plusieurs réformes qui ont été conduites en même temps qui effectivement ne permettent pas de dire la seule réforme de la départementalisation a tué la PJ, c'est pas vrai, je ne le soutiendrai pas, mais moi je pense que c'est un gros catalyseur et surtout effectivement une occasion manquée de régler les problèmes. Je veux juste marquer la précision sur la question de nos propositions communes et nos propositions divergentes sur l'aspect zonal. Je sais que c'est un peu, quand on n'est pas dans le truc, ça paraît vraiment pas évident à saisir. On est tous les deux d'accord pour dire que le directeur zonal de la police nationale doit avoir autorité sur les directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale de son ressort. Pour avoir discuté avec les policiers du Pas-de-Calais pas plus tard qu'avant-hier, eux, par exemple, considèrent que le directeur zonal n'a pas à avoir autorité sur le directeur départemental et que leur autorité au-dessus du directeur départemental, c'est le préfet de département et pas le directeur zonal. Vous voyez déjà la première complexité. Effectivement, c'est une complexité parce que la coordination est nécessaire pas que en matière de police judiciaire. C'est bien le sujet, hein, aussi en matière de police de l'air et des frontières, ou ce soit en sécurité publique, ou pour des événements, etc. Or, dans bien des cas, aujourd'hui, l'échelon zonal est un échelon de, comment ils appellent ça ? Déconfliction. Non, c'est pas ça ? Déconfliction. C'est-à-dire que... on sait qu'il va y avoir des conflits, c'est-à-dire qu'un préfet de département va dire « moi je garde mes troupes, je ne les prête pas à côté », et qu'il faut déconflictionner, ça existe en français ? Non. Bon, en tout cas, régler le problème. Et donc c'est le chef zonal qui a ce pouvoir de régler le problème en faisant quoi ? En passant des coups de fil, parce qu'il n'est pas vraiment chef. Et donc en disant « ah non mais quand même c'est important », jusqu'à ce que ça remonte au DGPN. C'est-à-dire qu'on a créé des problèmes qui n'existaient pas auparavant, avec cette départementalisation.
c'est pourquoi l'échelon zonal hiérarchique nous semble simplifier clairement et simplement l'objectif. Quand il y a un enjeu opérationnel, il faut qu'il y ait un chef qui soit en capacité de trancher. Et pour qu'il soit chef, il faut qu'il soit l'autorité hiérarchique. C'est d'ailleurs la logique qui a prévalu à la création des directeurs départementaux, qui est un chef qui puisse trancher entre les différentes filières en fonction des enjeux, des objectifs de politique publique, de police administrative et de police judiciaire. Là, moi, où je vais plus loin, c'est que les adjoints zonaux doivent aussi avoir autorité hiérarchique sur leurs adjoints départementaux. Le directeur départemental a des adjoints par filière, adjoint police aux frontières, adjoint PJ, etc. Et moi, je veux que le canal hiérarchique soit aussi dans ces éléments-là. Thomas Cazenave soutient que juste le chef qui est chef de ses adjoints, ça suffira pour que, comme le chef départemental est aussi chef de ses adjoints, que tout ça fonctionne. Moi, je suis beaucoup plus perplexe que mon collègue Cazenave sur ces éléments-là. Bien, merci. Et je terminerai, Monsieur le Président, juste pour dire que le risque pour la criminalité organisée est donc réel. Nous avons encore 5 questions posées par des collègues députés. Je vous répondrai par conséquent à ces questions. Il n'est pas exclu que vous ayez encore des éléments d'éclairage à apporter après ces 5 questions. Je vais tout de suite passer la parole à Sophie Blanc pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, je souhaiterais vous poser une question sur les services d'investigation qui sont aujourd'hui à bout de souffle. Les stocks de procédures dépassent désormais les 2 millions de dossiers, avec en moyenne 135 enquêtes par policier et parfois plus de 300 dans certains départements. L'encadrement intermédiaire est déficient, les outils obsolètes et la concurrence interfilière, alimentée par des régimes indemnitaires disparates, continuent d'éroder l'attractivité de la filière judiciaire. La Cour des comptes relevait déjà en 2022 qu'à peine 17 800 OPJ exerçaient effectivement en service d'enquête et la police nationale traite chaque année 3,5 millions de saisines. À titre de comparaison, la gendarmerie nationale en gère 2,5 millions avec 24 000 équivalents temps plein dédiés. Pour atteindre un simple équilibre, il faudrait au moins 12 000 à 16 000 enquêteurs supplémentaires. Alors vous évoquez plusieurs leviers, le doublement de la prime au PJ, la création d'une prime investigation ou encore la mise en place d'un corps spécifique d'inspecteurs. Mais ces mesures ont déjà été expérimentées, sans effet durable sur le recrutement ni la fidélisation. Les syndicats rappellent que seule l'expérimentation de la semaine de 4 jours avait permis d'enrayer les départs avant d'être supprimés. Alors, sur quel fondement estimez-vous que la revalorisation indemnitaire, déjà appliquée sans succès, suffira cette fois à restaurer l'attractivité du métier? En quoi la création d'un corps d'inspecteurs serait-elle plus efficace qu'un redéploiement interne des effectifs vers la filière judiciaire? Et enfin, avez-vous pris en compte dans votre rapport les besoins réels en OPJ en fonction du volume réel des saisines actuelles afin d'assurer un équilibre entre mission et moyens? Je vous remercie. Merci. Yohann Gillet. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. La recommandation visant à instaurer des échelons déconcentrés pour la police nationale dans les Outre-mer constitue une piste de réflexion sur l'organisation territoriale de la police, mais elle ne saurait bien entendu à elle seule répondre aux difficultés que connaissent nos forces de l'ordre sur le terrain. Car les enjeux ne sont pas seulement structurels ou hiérarchiques, ils sont avant tout humains, opérationnels et matériels. Et ce n'est pas d'un nouvel étage administratif dont nos policiers ont besoin, mais de moyens concrets pour faire face à des urgences bien réelles. La question est davantage de savoir comment cette coordination sera conçue pour s'adapter aux besoins quotidiens des policiers confrontés à une pression constante. Pour être efficace, la réflexion doit en effet aller au-delà de la simple organisation interne. Elle doit porter sur les conditions de travail et de vie des policiers. Dans les territoires ultramarins, renforcer l'attractivité des postes est une priorité. Cela suppose de mieux accompagner les installations, de rendre les primes réellement incitatives, de permettre aux fonctionnaires métropolitains de prolonger leur affectation lorsqu'ils le souhaitent ou d'offrir aux élèves gardiens la possibilité d'affecter leur stage sur ces territoires. Cette réflexion doit également s'accompagner d'un effort particulier sur les effectifs de la police aux frontières. Car les Outre-mer sont en première ligne et certains territoires ultramarins situés à proximité des principaux producteurs de cocaïne sont devenus des points névralgiques des trafics entre l'Amérique du Sud et l'Europe. De même, les pressions migratoires y sont bien plus fortes qu'en métropole, avec des conséquences lourdes sur la sécurité et sur les services publics déjà fragilisés. La porosité des frontières
source de la situation sécuritaire dégradée dans les Outre-mer, est une réalité. Ce constat appelle une réponse globale qui dépasse les seuls ajustements organisationnels pour s'attaquer aux réalités concrètes du terrain. Les forces de l'ordre qui exercent en Outre-mer accomplissent leur mission dans des conditions très difficiles. Leur engagement mérite une réponse structurelle, mais aussi humaine et opérationnelle. C'est à ce prix que nous pourrons redonner à ces territoires les moyens de garantir pleinement la sécurité. Merci. Monique Lisetti. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je note d'abord que votre rapport n'évoque que très succinctement le manque de reconnaissance générale des fonctionnaires de police, qui s'explique par la crise de l'autorité que nous vivons en France. Je tiens à exprimer au nom du Rassemblement national toute ma gratitude aux membres des forces de l'ordre qui effectuent un travail exceptionnel pour notre pays et nos concitoyens. Dans votre rapport, vous soulignez que la filière judiciaire a subi une crise d'attractivité, dont un des facteurs est l'inadaptation des moyens humains aux enjeux inhérents aux missions d'investigation. Mais vous ne faites pas le lien entre moyens humains et techniques qui doivent se combiner pour répondre aux enjeux auxquels est confrontée la police judiciaire. Pour faciliter le travail des fonctionnaires de la PJ et la rendre attractive, il faut, au-delà des réformes de son organisation, la doter d'outils opérationnels performants. D'autant plus que les membres de la criminalité organisée sont, eux, dotés de moyens techniques et financiers démesurés. Le recours renforcé à des techniques de renseignement pour lutter contre cette forme de criminalité paraît donc adéquat pour compenser le manque de moyens humains à la filière d'investigation. C'est ce qui est demandé par les services d'enquête qui veulent réellement mettre à terme à des fléaux qui rongent notre société à l'image des trafics de stupéfiants. Dans votre rapport, vous n'abordez pas cet aspect. Vous n'êtes pas allé interroger la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui aurait pu vous aiguiller sur des questions. On pourrait imaginer accroître les techniques de renseignement dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous le contrôle de l'autorité administrative. Il est nécessaire, et vous avez raison, de revaloriser les moyens humains, mais il faut qu'une telle démarche s'accompagne du développement d'outils propres à leur faciliter leur travail. Donc je me demande pourquoi cette question est à peine effleurée, pour ne pas dire inexistante dans votre rapport. Est-ce à dessein que vous n'avez pas consulté la CNCTR dans le cadre de vos travaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Antoine Léaumont. Madame Lisetti, peut-être votre micro. Non, c'est bon. Non, merci, c'est bon. merci, Monsieur le Président. Je crois que nos collègues du Rassemblement national ont a priori pas compris quel était le cadre de ce rapport, qui est un cadre d'évaluation de la réforme de la départementalisation de la police judiciaire. Et si vous voulez des informations sur les sujets que vous évoquiez sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, je rappelle que nous avons produit un rapport dans le cadre de cette commission des lois, dans le cadre d'une autre mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et justement, c'est le point premier sur lequel je veux venir. Moi, j'ai une inquiétude, compte tenu du travail que j'ai fait sur ce rapport, sur ce que vous dites sur la lutte contre le haut du spectre. Parce que tout ce que nous avons dit avec M. Mendes dans ce rapport, c'est que précisément, il fallait réussir à développer des compétences toujours plus poussées pour être en capacité de suivre ce que font les narcotrafiquants. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'avec ce que vous nous dites là, on a une perte de moyens au final qui peut être associée, notamment l'exemple que vous avez donné, M. Bernaysis, sur l'OFAST qui était occupé à faire autre chose au moment où l'OFAST central avait des besoins. Inquiétude aussi sur ce que vous nous dites, et je partage, sur plus de bleu dans les rues. Et il y a un aspect sur lequel j'aimerais vous interroger qui est... Il y a certes un aspect organisationnel. Quand on dit plus de bleu dans les rues, ça veut dire moins de personnes dans des bureaux, je mets des guillemets, mais qui vont résoudre des enquêtes. Mais il y a aussi un aspect de ce qu'on dit du métier de policier. Et la valorisation qu'on apporte au métier de policier bleu dans les rues versus commissaire, personne qui travaille dans un bureau, qui n'est pas dans les rues, qui est un peu invisible par rapport au travail de ses collègues qui sont dans la rue, mais qui pourtant fait un travail essentiel. Des questions sur une tendance qui vient avant cette réforme-là, mais on a une baisse du taux de résolution des homicides entre 2017 et 2022 qui est de 12 points. 12 points de baisse, hein, on n'est plus capable de résoudre que 69% des homicides. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et je fais très vite parce qu'il manque du temps. Est-ce que les personnes que vous avez interrogées vous ont parlé du logiciel de la police parce que c'est une question centrale. Et enfin, il y a une organisation qui existe pour la gendarmerie.
qui semble assez efficace pour le coup. On voit bien qu'on ne peut pas faire les mêmes choses entre la police et la gendarmerie qui dépend de l'armée, mais est-ce que vous avez eu des échanges sur le mode d'organisation de la gendarmerie qui, pour ma part, et compte tenu des exemples qui ont été donnés, semble quand même assez efficace pour associer l'échelon local et l'échelon national? Merci. Dernier orateur, le président Houllier. Merci Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, je vous remercie pour votre rapport qui est assez éclairant sur l'organisation de la réforme et le caractère opérationnel de celle-ci. En revanche, je n'ai pas lu dans le rapport, et je ne vous ai pas entendu parler, du contexte budgétaire et de la concomitance des reniements budgétaires de la LOPMI et de son incidence sur la mise en œuvre de cette réforme. Lorsque l'on a mis en place la réforme, il y avait deux craintes qui étaient celles qui avaient été exprimées: la baisse des moyens budgétaires, la baisse des effectifs et d'ailleurs le dévoiement des effectifs au bénéfice de la sécurité publique, comme l'a dit Roger Vicot sur certains aspects. Or, dans l'avis budgétaire sécurité du PLF 2025, ce qu'on a constaté, c'est une baisse des moyens et des crédits budgétaires de 8,1%, soit le passage des crédits budgétaires de la police judiciaire de 3,4 milliards d'euros à 3,1 milliards d'euros, et l'abandon du recrutement des 356 ETP supplémentaires qui avaient été prévus pour mettre en œuvre la réforme. Alors ce que je voudrais savoir très précisément, c'est dans quelle mesure ce reniement budgétaire de ce qui était prévu en LOPMI a eu une incidence sur la mise en œuvre de la réforme, a eu une incidence d'ailleurs très concrète, puisque si on prend les départements qui sont ceux que je connais à Poitiers, vous avez un officier de police judiciaire en police judiciaire pour traiter de 150 cas de violences intrafamiliales et conjugales, avec des incidences très concrètes, quand vous savez les féminicides encore très récents qu'il y a eu dans mon département. Et donc, comment vous avez pu l'apprécier, l'entendre, l'évaluer dans le cadre de vos travaux, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce sujet? J'en profite d'ailleurs pour dire que sur les avis budgétaires, nous verrons avec, parce que votre question porte essentiellement, Sacha Houllier, sur ce sujet, nous aurons sans doute les auditions budgétaires la semaine... Les examens, pardon, des avis budgétaires. La semaine du 27 octobre, de façon relativement dense et accentuée, puisque nous avons, je vous le rappelle, 10 rapports pour avis budgétaires. Messieurs les rapporteurs, vos observations. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, me concernant, j'ai 3 remarques. Le premier, y a-t-il eu un dévoiement des effectifs du judiciaire vers la sécurité publique? La réponse est non. La réponse est non, et c'est page 68 que vous retrouverez les éléments sur les effectifs. C'était une crainte, mais c'est une crainte. Je le redis, l'intérêt de ce rapport, c'est au-delà du sentiment, au-delà du témoignage ponctuel, c'est quels sont les éléments qui nous permettent d'affirmer que ce risque est concrétisé ou pas. Les effectifs qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur, qui sont reportés page 68, montrent qu'il n'y a pas eu... Et dans tous les entretiens qu'on a eus localement, il n'y a pas eu de déport des effectifs d'une mission à l'autre. Donc je pense qu'il faut qu'on se rassure collectivement. En revanche, la vraie difficulté que nous avons, c'est qu'au-delà des effectifs, c'est que ces effectifs ne sont pas toujours pourvus. Et là, on renvoie sur la crise du recrutement. Et c'est là-dessus d'ailleurs, Monsieur le Président, aussi, que nous n'avons pas eu toujours les éléments d'information sur les vacances de postes. Et ça me semble être un vrai sujet. Mais les postes eux-mêmes ont bien été sanctuarisés dans la filière. Sur le deuxième risque lié à cette réforme, qui est de dire, au fond, on va s'occuper de la délinquance du quotidien, on va laisser le haut du spectre. J'entends un peu... Mais ça n'a pas été démontré. D'ailleurs, on ne peut pas... tous les éléments d'investigation de notre côté, les rencontres, ne permettent pas de dire que ce risque s'est matérialisé, en fait. Aucun élément factuel permet de dire que aujourd'hui, à cause de la réforme, nous aurions abandonné le haut du spectre pour le bas du spectre. En revanche, on nous a dit c'est bien d'avoir réconcilié tous les spectres entre eux, si vous permettez l'expression, parce qu'elle était coupée en deux, cette filière. Et là, on y voit aussi des éléments d'attractivité. Il vaut mieux avoir une filière qui soit animée plutôt qu'une filière coupée. Donc là aussi, tout le monde, comment dirais-je, revient sur ce risque-là, mais je dis ce rapport ne permet pas de dire que ce risque s'est matérialisé. Je pense que c'est tout l'intérêt des travaux évaluatifs de l'Assemblée. Enfin, troisième élément, le périmètre de ce rapport. On a bien entendu des enjeux de recrutement, des enjeux d'équipement, des enjeux de procédure pénale, des enjeux RH, des enjeux de cycle de travail. On les a ouverts dans le rapport, mais je redis que la question qui nous était posée, c'est la départementalisation de la police nationale. Est-ce que c'était, avec le recul, une bonne option ou pas? Et on a 3 options devant nous, de dire faudrait-il revenir complètement en arrière,
Faut-il faire évoluer ce modèle ou bien le conserver tel quel? Nous, on a considéré que dans un premier temps, il fallait le faire évoluer. La grande divergence entre Hugo et moi, c'est que moi, je considère que ce modèle est un bon modèle qu'il faut consolider et que Hugo Bernalicis propose de refaire une filière complètement intégrée. Et c'est ça le cœur du rapport, je crois, le cœur du rapport. Bien. Bon, il ne faut pas non plus faire croire qu'il y a des différences majeures avec ce qui existait avant. Avant la réforme, il y avait des directions départementales de la sécurité publique. Il y avait des directions départementales de la police aux frontières et il y avait une organisation départementale du renseignement territorial intégrée à la sécurité publique. Donc tous ces gens travaillaient déjà à l'échelle départementale. Il y a même l'échelon zonal qui existait déjà auparavant, avant la réforme. Direction zonale de la sécurité publique, de la police aux frontières, etc. Donc ce n'est pas une révolution au sens où on l'entend. Ce qui est une révolution, c'est qu'il y a un chef unique qui est autorité sur tout au niveau local. Il n'y avait qu'une seule filière qui n'était pas organisée à l'échelle départementale, c'était la direction centrale de la police judiciaire. Et encore une fois, le judiciaire d'intensité inférieure était bien organisé à l'échelon départemental à l'intérieur de la sécurité publique, ce qui posait effectivement des problèmes. Donc, c'est pourquoi les bougées que nous proposons ne sont pas non plus des révolutions en tant que telles. Je dois quand même dire que sur les effectifs, il y a quand même un sujet, pour être complètement honnête, c'est la page 68, c'est ce que nous dit la DGPN. La Cour des comptes ne trouve pas forcément les mêmes chiffres, dans le rapport que nous n'avons pas eu, mais que j'ai quand même pu me procurer. Et les remontées du terrain, des services de PJ, c'est que tous disent, on a soit moins de gens qu'avant la réforme, soit, autre élément, des gens qui sont des sorties d'école ou des novices en matière judiciaire que remplacer des anciens qui, eux, sont partis au moment de la réforme parce qu'ils avaient un sentiment d'être mis à l'écart de cette réforme ou que le judiciaire n'était pas le cœur du sujet, etc. Je dis sentiment pour prendre des précautions, mais bon, j'ai des convictions plus affirmées en la matière. Et donc, on se retrouve à avoir à la fois un affichage d'une augmentation des effectifs de police judiciaire, sans pour autant avoir d'éléments sur les effectifs cibles. Et pour répondre au collègue Sacha Ollier, en fait, moi, je voudrais bien les constater, les reniements budgétaires. Mais il faudrait encore que le ministère nous envoie les documents, nous envoie les éléments chiffrés. Donc j'attends avec impatience les rapports pour avis budgétaires, parce que peut-être qu'on aura les éléments qu'on n'a pas réussi à avoir dans le cadre de nos travaux, étant entendu que j'ai bien remarqué que quand il y a eu la réforme s'est accompagnée d'une réforme de la cartographie budgétaire, où avant la réforme, la direction interrégionale de police judiciaire était ce qu'on appelle une UO, une unité opérationnelle, avait ses crédits, ses moyens, et ses moyens aussi en titre 2, en personnel. Après la réforme, évidemment, vous avez une unité opérationnelle à l'échelle de la direction départementale de la police nationale. Donc, toute filière confondue. Donc, aucun chef local n'est capable de me dire combien a coûté sa police judiciaire à l'intérieur du département. Aucun chef local n'est capable de me dire combien a coûté sa police aux frontières à l'échelle d'un département. Aucun chef local n'est capable de me dire combien coûte sa sécurité publique à l'échelle de département. Il n'y a pas cette maille d'analyse. Et c'est fait exprès, d'une certaine mesure. Et c'est tout le problème. C'est que là où on avait demandé des éléments pour faire le suivi de cette réforme, des indicateurs pour faire le suivi de cette réforme, ils n'ont pas été mis en place. Le ministère s'est lui-même rendu aveugle pour qu'on ne puisse pas dire que la réforme était un problème. Et c'est un sujet pour toute personne qui veut faire de l'évaluation un minimum sérieusement. Quant aux éléments qui sont annexes, j'ai trouvé... certains ont dit qu'on ne parlait pas des moyens de l'APJ dans le sujet, qu'on ne parlait pas de la semaine des 4 jours, qu'on ne parlait pas des effectifs cibles. Bon, moi j'ai l'impression qu'on parle de tout ça dans le rapport et que c'est écrit noir sur blanc, mais je veux même appuyer sur un point, sur le logiciel de la police. Nous avons fait une audition extrêmement intéressante avec le service de transformation numérique, qui nous a exposé, suite aux problématiques qui avaient été remontées dans l'hémicycle, qu'il y avait effectivement un problème majeur avec le logiciel de la procédure pénale numérique, qui avait eu un premier plantage et qui avait un travail qui était remis sur le métier, sur l'ouvrage, pour faire en sorte qu'on puisse aboutir à un logiciel.
suite à nos interpellations de parlementaires, c'est ce qui nous a été raconté, le service de transformation numérique a été saisi pour faire un peu le point des notes, on va faire des notes au ministre pour savoir quelles étaient les différentes options envisagées. Il y avait 4 options envisagées. Et notamment, il y avait la première option qui était de continuer comme c'était prévu, c'est-à-dire passer un appel d'offres auprès de prestataires privés avec un cahier des charges mieux rédigé, puisqu'il y avait une problématique visiblement de cahier des charges, en tout cas de pilotage côté ministère de l'Intérieur, ou prendre le logiciel de la gendarmerie qui fonctionne en l'adaptant à la police, parce que la gendarmerie est sous Linux, sous logiciel libre, la police est sous Windows, donc ça demande des 2-3 modifications, ne serait-ce que sur cet aspect-là, mais il y en avait d'autres à opérer. Sauf que les gendarmes sont en train de refaire leur propre logiciel, de le remettre à jour. Option numéro 3, attendre que les gendarmes finissent la mise à jour de leur nouveau logiciel et l'incorporer à la police. Option numéro 4, que la police nationale développe comme la gendarmerie son propre logiciel, en se faisant accompagner évidemment, mais son propre logiciel sur lequel elle aurait la main. Nous avons trouvé que l'option numéro 4 était sans doute la plus intéressante. Nous avons appris, et ce n'est pas une confirmation définitive, etc., mais il semblerait que l'option numéro 1, passer un appel d'offres comme c'était prévu auparavant, a été celle qui a été retenue. Et qu'on risque de retomber dans les mêmes difficultés qu'auparavant. Et surtout avec des délais extrêmement problématiques. C'est pas demain la veille que les policiers vont avoir un logiciel de la procédure pénale qui fonctionne. Donc c'est parti pour continuer à ramer pendant au moins un an et demi sans problème. Sans parler que le déploiement de ce genre de logiciel et la bascule entre le précédent et le nouveau est souvent source de plantages nombreux. Donc vraiment, je me dis que ça a été fait en dépit du bon sens et nous avons investigué, co-rapporteur et moi-même, dans cette direction. Et donc ça ne va pas aller en s'améliorant, évidemment. Les incidences de tout ça, de ces reniements budgétaires, c'est que sur le haut du spectre, parce que quand même, effectivement, au vu des chiffres qui nous sont donnés par le ministère de l'Intérieur, on ne peut pas dire qu'il y a moins de moyens sur le haut du spectre. Ça, c'est vrai. Il y a l'unité opérationnelle criminalité organisée haut du spectre qui existe. Elle a été sous-consommée, donc certains pourraient dire que regardez, il y avait suffisamment d'argent puisqu'on n'a pas tout dépensé. Donc tout ça a été sanctuarisé, gardé, etc. L'envers du décor, c'est que côté magistrat, donc dans les GIRS, juridictions interrégionales spécialisées, les retours sont unanimes du côté des GIRS. Tous les magistrats qui sont sur le haut du spectre nous indiquent qu'ils voient un allongement des délais de traitement de leurs réquisitions. Tous. Sauf que comme côté ministère de la Justice, il n'y a pas eu un travail d'objectivation pour faire des beaux chiffres et des beaux tableaux comme l'a pu le faire le ministère de l'Intérieur, ça permet à certains de dire non, mais en vrai, ça n'a pas, le sujet n'existe pas. Le haut du spectre est préservé. Je redis, et pour le coup, la DACG, la Direction des affaires criminelles et des grâces, a affirmé aussi qu'il y avait une dégradation sur le haut du spectre, notamment dans les délais de traitement des réquisitions. Les réquisitions, c'est ce que demande le juge d'instruction de faire dans le cadre d'une enquête. Oui, je suis passionné par le sujet, Monsieur le Président. Mais je veux qu'on affirme cet élément-là, parce qu'il a été constaté dans les différentes auditions. Voilà un peu tous les éléments qu'on pouvait vous donner pour compléter, pour que vous ayez un point complet. Je termine d'un mot, Monsieur le Président, en disant que pour la gendarmerie, puisque la question a été posée sur le décalque entre gendarmerie et police, pas que par le collègue Léaumont, mais notamment par le collègue Léaumont, qu'en réalité, qu'a fait la gendarmerie cet été ? Voyant que la direction centrale de la police judiciaire n'existait plus, que la nouvelle direction nationale de la police judiciaire n'avait plus les outils qu'elle avait auparavant, les outils hiérarchiques, etc., elle a créé, la gendarmerie nationale a créé une unité d'investigation nationale sur le modèle de l'ex-DCPJ pour pouvoir être saisie par les magistrates et les magistrats là où il y a des dysfonctionnements côté police. J'ai envie de dire, c'est brillant, c'est malin, ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire parce qu'au moins, il y aura un trou en moins dans la raquette grâce à la gendarmerie nationale et aux décisions qui ont été prises. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant. Monsieur Cazenave, vous apportez votre propre éclairage? Non? Vous considérez que tout a été dit sur ce sujet? Bien sûr. Je remercie nos rapporteurs pour le travail accompli. Nous allons immédiatement passer au vote. Je vous rappelle que cela a été dit par Patrick Hetzel il y a quelques instants, que nous votons sur la seule publication. Qui est pour? Qui est contre? La publication est donc approuvée. Je vous remercie une nouvelle fois.